Madame Mouchou. Ah mais ils ont l'air de bien que ils vont vite midi, Donc, il y a 4 pouvoirs. Madame Dio qui donne pouvoir à Monsieur Ballard, Madame Plateau qui me donne pouvoir, Madame Kiefer qui donne pouvoir à Monsieur Leport, Madame Hamon à Madame Mouchou. Et Madame Perrin. C'est bon? Madame Perrin a envoyé un mail en disant qu'elle sera peut-être en retard et peut-être pas, ça dépend de l'heure de fin de réunion. Ils ne sont pas là. Monsieur Lefleuve et Madame Gérardin. Et Madame Gardet qui donne pouvoir à Madame Nico. il n'y a pas changé. Il n'est pas là, Sylvain bien ça. Bien. Le compte rendu du précédent conseil municipal, vous l'avez relu. Il y a des observations, il y a des votes contre, des abstentions, donc il est adopté à l'unanimité. Les décisions que j'ai signées depuis le dernier conseil municipal. La 307 de la commune ne fait pas jouer son droit de préemption à l'occasion de la vente d'un terrain non bâti, situé au Gré Madame, cadastré sous les sections face de 322 m². C'est un lot à bâtir du lotissement Terra Ouest. 64 000 €. La 308, la commune ne fait pas jouer son droit de préemption à l'occasion de la vente d'un terrain bâti, donc situé 37 rue de Redon, section AC 103, d'une superficie de 99 m². Vous voyez, c'est le petit garage où travaillait M. Boudot. Il est vendu, non pas à titre d'activité, mais à titre de garage individuel. La décision 309, la commune ne fait pas jouer son droit de préemption à l'occasion de la vente d'un terrain bâti, je pense qu'il est bâti, enfin c'est dans un milieu bâti, situé au 44 rue du Général Leclerc, cadastré sous la section AL 875 P, 171 m². C'est un terrain qui, je pense qu'il y a une vente entre le SCI et monsieur et madame Chaperon, donc la boulangerie d'à côté. Ça ne change pas, le terrain reste dans l'ensemble de la boulangerie. La 310 porte passation d'une convention de formation. Apprendre à porter secours à l'école avec l'UDSP pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. C'est la deuxième année où on fait cette opération. Considérant qu'il paraît souhaitable de sensibiliser les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 des différentes écoles de la commune aux gestes de premier secours, donc il est passé une convention avec l'Union départementale, les sapeurs-pompiers, pour des formations qui auront lieu, qui ont eu lieu, c'est ça? Ah oui, on est un petit peu en retard. Le 12, 13, 15, 16, 19, 20, 26 et 27 novembre, moyennant la somme de 1 500 €. Les enfants sont contents, sont attentifs, les parents sont... Les enfants sont attentifs, c'est la protéger pour les temps, c'est pour les bonnes situations. Et les enseignants sont attentifs, c'est parce que les
Le point numéro 1 à l'ordre du jour, c'est l'approbation du bilan financier de la délégation de services publics avec l'UFCV de janvier à août 2012. Je précise bien de janvier à août 2012, à la fin de la précédente DSP. Donc ça n'est pas un bilan d'exécution qu'on vous présente, c'est simplement le bilan financier qui fait ressortir un excédent de 17 058 et 44 euros pour que l'on puisse émettre un titre de recette de l'UFCV. Il vous faut approuver ce rapport financier. Donc, le rapport financier du juin en annexe ne comporte que des chiffres, il n'y a pas de bilan. Le bilan annuel, on le fait au mois de juin à chaque fois. On présente le bilan d'exécution de l'année UFCV, donc on le fera au mois de juin prochain. Ici, il faut simplement donc, faire apparaître le bilan entre fournir et charges. La première feuille, c'est un récapitulatif du bilan de janvier à août 2010. Et c'est là qu'on voit 2012, pardon. On voit apparaître l'excédent de 28 260 euros et 44 euros, dont 17 058,44 est reversé à la commune, conformément à la convention qui nous dit. Et après, dans les pages intérieures, vous avez le bilan de chaque action menée par l'UFC. On ne va pas rentrer dans les chiffres, sachant qu'on aura l'occasion de dire le mois prochain, on fera le bilan de l'année de l'UFCV, de l'année 2012 de l'UFCV. Juste une question, monsieur le maire, comment s'explique cet excédent? Quelle est son origine? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui justifie? Oui, ça fait partie de la convention. On vous redire très précisément, que le Loïc va vous dire plus précisément que moi la justification de c'est-à-dire que vous aviez prévu une rémunération provisoire de 146 000 pour l'UFCV. Et dans le cadre de l'exécution de la DSP, nous nous avons sollicité à hauteur de 135 000 euros. Ce qui a pu déclencher cet excédent, c'est que nous avons prévu notamment de recruter un adjoint à Brice et Jérôme au niveau de l'animation de ce qui n'a pas été réalisé puisqu'il n'y a pas trouvé personne. Donc, ça explique en partie l'excédent. Après, il y a peut-être les augmentations des effectifs également, comme on n'a pas de bilan qualitatif à l'appui du financier. Je ne peux pas vous le certifier, mais on pourra le voir en juin 2013. Si vous voulez, on essaiera de faire une distinction de la période de janvier à août, puis de septembre à décembre. On fera un cumul quand même pour voir les évolutions des effectifs. Là, aujourd'hui, moi, je mets les effectifs pour le 31 août. D'accord. Ça veut dire ce qui s'est réalisé. D'accord, parce que j'interroge aussi sur l'adéquation d'une tranche tarifaire par rapport à la population de Michelin. C'est pour ça que j'ai posé cette question aussi de l'origine de cet excédent. Savoir si ça pourrait être lié à le fait que peut-être beaucoup de nos familles sont dans les tranches hautes et que du coup on a plus qu'il avait été prévu de renforcer l'animation jeune. Ça a été fait parce qu'il n'a pas trouvé le personnel. Très bien. Merci. Je peux mettre en vote ce point numéro 1. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors juste pour finir, le problème de recrutement, c'est lié à un problème vraiment de qualification de la personne recherchée ou il n'y a pas eu de candidat? Vous n'avez pas eu de candidat? Pas de candidat? C'est-à-dire qu'on avait maîtrisé justement l'aspect budgétaire, on avait demandé à l'UFCV de rechercher parmi les candidats qui pouvaient bénéficier d'un contrat LDC. Un CAE, voilà, Or, donc ils n'ont pas trouvé de personnes
D'accord. Et là, donc, ils sont vouloir recruter maintenant, ils vont lancer la consultation, ils vont lancer sur le contrat d'avenir. Les contrats d'avenir. D'accord. Le point 2, vous avez un petit schéma qui vous explique que pour alimenter le 3 logements de la ferme du Rocher, il y a eu lieu de créer une canalisation gaz. Et cette canalisation gaz, elle est en partie sur le domaine privé de la commune. Donc, vous êtes demandé de concéder à GRDF la servitude de demander que le frais d'acte soit à la charge de GRDF et d'autoriser le maire à signer cet acte. À l'encontre de l'abstention, adopté à l'unanimité. La cession d'un fonds de commerce, donc situé dans les rues concernées par notre droit de prévention. Donc, il s'agit d'un tabac à l'embuscade, exploité au profit de l'Ofrag. Donc on vous propose de ne pas faire jouer le droit de prévention puisque c'est repris par une activité identique. Pas de contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est aussi une autre prévention. Donc c'est rue du 11 novembre, un commerce de peinture, vitrerie, papier peint, revêtement de sol, ravalement de façade. C'est le fonds tenu par M. Tardif, c'est son garçon qui reprend l'activité. Vente du fonds de commerce, son prénom, je ne sais pas, c'est Jérémy, je ne crois pas, c'est donc le Tardif. Par contre, pas d'abstention. Le point 5, participation à la protection sociale complémentaire. Je pense qu'on a eu l'occasion d'évoquer ce point ici, au moins sur son principe. Et donc, je vous rappelle que la loi du 2 février 2007, qui a été complétée par un décret d'application de novembre 2011, autorise les collectivités publiques qui le souhaitent à mettre en place une protection sociale complémentaire de leurs agents, soit pour le risque santé, soit pour le risque prévoyance, soit pour les deux. Donc cette participation peut se faire selon deux procédures. Une convention de participation conclue entre l'opérateur et la collectivité, l'opérateur étant une mutuelle, une assurance ou une institution de prévoyance, après mise en concurrence. Premier cas. Deuxième cas, une labellisation, formule par laquelle les agents choisissent eux-mêmes leurs opérateurs agréés, donc sur une liste qui est agréée au niveau national. Et donc le dispositif est ouvert aux agents publics titulaires, non titulaires de droit public ou de droit privé. Les adhésions sont individuelles et facultatives. Elles devront se faire dans les 6 mois qui suivent la mise en place du dispositif. La mise en place du dispositif, c'est une décision de la collectivité. La participation est un montant unique par agent. Elle peut être modulée pour des raisons sociales. Elle viendra en déduction de la cotisation due par l'agent. Donc, ceci étant dit, on a demandé aux agents qu'est-ce qu'ils pensaient. Une enquête a été menée auprès des agents. Et les résultats de cette enquête ont été présentés au comité paritaire local. On a conclu à cette proposition-ci des agents. Mutuelle, chacun veut garder sa mutuelle parce que c'est souvent une mutuelle de famille, donc ce n'est pas une mutuelle individuelle. Par contre, il est apparu qu'un certain nombre d'agents n'avaient pas de protection de prévoyance. Et donc il en est ressorti que c'est plutôt sur la prévoyance qu'on pouvait s'orienter. Les agents qui aujourd'hui ont un contrat groupe de prévoyance, ils sont une trentaine,
agents, enfin, même plus, puisque on a mené la même démarche auprès des agents du CCRS, des agents de la PAD et des agents du CCRS. Pas loin de 200 agents aussi. On a conclu que ces agents qui aujourd'hui ont une protection de contrat groupe pourraient se raccrocher à une protection globale en dénonçant la contrat du 30 juin 2013 mise en application de notre nouvelle opération au 1er janvier 2014. Et on en avait parlé ici, mais je ne suis pas sûr, et on a donné une enveloppe aux agents en disant qu'il faut que ça reste dans la limite de 1% de la masse salariale. Donc c'est ce qui a été donné comme exemple. Donc du coup, voilà, les agents, donc après ATI et CTP, donc, vous propose d'engager cette démarche de participation à la protection sociale des agents de la commune, et une délibération identique est prise au niveau du CCRS, qui interviendra au 1er janvier 2014, de faire le choix d'une participation sur le risque prévoyance par convention de participation, de lancer la procédure de consultation correspondante après avoir mis en place un cahier des charges. Donc on soumettra aussi aux agents ce cahier des charges. Et une fois que la procédure aura rendu ses résultats, on reviendra vers le conseil municipal pour statuer sur le montant individuel versé aux agents et la modulation éventuelle. Sachant qu'on avait fait une petite estimation à la louche en disant qu'il est possible que le 20% de la masse salariale puisse couvrir une garantie de prévoyance des agents dans leur globalité. Les agents ont insisté sur ce point. Certains agents, de par leur situation physique, leur état de santé, ne peuvent pas prévoir de prévoyance. Donc il a été insisté pour que dans le cadre du contrat de groupe, tout le monde puisse être pris en charge par le futur. Voilà, j'étais clair dans... Ah, Madame Lebert me dit, à l'issue de la procédure de consultation. Ce ne sera pas forcément un appel d'offres, une procédure de consultation. Quand vous dites que les 1%, ouais. Ça couvre l'ensemble. Oui, c'est-à-dire que à la louche, la masse salariale des agents, c'est de mémoire 3 millions. 3 millions. Et donc on avait dit 1%, donc il est possible. Il est possible, je ne dis pas que ce soit le résultat, mais il est possible qu'on puisse, si la négociation est bonne, qu'on puisse ouvrir par un contrat de groupe participation, prévoyance des agents. Pour eux, ça serait une couverture carrière. Alors qu'aujourd'hui, je vous laisse environ 30 agents à la commune et au CCAS, encore moins. Beaucoup d'agents ne sont pas couverts pour la prévoyance. Voilà, donc c'est plus pour, ce sera un plus pour les agents. C'est un poste. C'est l'équivalent d'un poste. C'est bon, c'est clair. Si les démarches en cours sur plusieurs communes, vous pensez qu'on a... Alors, c'est à l'initiative de la collectivité. Fait, les autres communes, je ne sais pas. La communauté de communes a fait une démarche un peu différente, mais aussi dans le cadre de la prévoyance, mais sans contrat de groupe, avec un apport de la collectivité à chacun des agents, sous forme sonnante et très chacun. C'est le choix qui a été fait. Mais je sais pas pour les autres communes, je ne sais pas si toutes les communes vous avez un coup. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si les maires n'ont pas été
n'était pas clair. Voilà. Pour des groupes, disait qu'il faisait comme nous. Ouais. Ouais. Les autres n'ont pas été capables de nous dire comment la situation des âges. Voilà. Un vote contre, en abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Sylvain, peux-tu nous présenter le point 6? Le marché sur la cale de Pont-Réan. On fait un modificatif des règlements. Donc, en délibération numéro 1194, en date du 12 juillet 2011, le conseil municipal a décidé notamment de créer un marché de producteurs sur la cale de Pont-Réan un vendredi des mois de mars à juillet et de septembre à octobre, suivant un calendrier établi annuellement par la commission consultative du commerce non sédentaire. Le bilan réalisé après une année de fonctionnement fait apparaître que ce marché ne pourra perdurer si des modifications ne sont pas apportées. La commission consultative du commerce non sédentaire, réunie le 3 décembre 2012 après discussion, a mis un avis favorable à la transformation du marché mensuel des producteurs en un marché traditionnel hebdomadaire et elle a proposé que la gratuité des droits de place soit accordée pendant 6 mois pour relancer ce marché. Le syndicat des marchés de France d'Ille-et-Vilaine, sollicité conformément à l'article L. 2224-18 du Code général des collectivités territoriales, a également émis un avis favorable à cette transformation. Considérant ces éléments, la Commission Finances, Développement économique, Emploi, réunie le 10 décembre 2012, propose de transformer le marché des producteurs sur la cale de Pont-Réan en un marché hebdomadaire traditionnel à compter du 1er janvier 2013 et d'accorder la gratuité des droits de place pendant 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2013. Oui. Attendez, avant de voter. Sylvain, alors, les dernières nouveautés. Les dernières nouvelles de vendredi dernier, c'était le marché des producteurs, le dernier marché de 2014. Et on a eu un temps exécrable. Ouais, voilà. Et du coup, il y a eu combien de commerçants non sédentaires 4-5 marchands non sédentaires et personne n'a venu au marché parce que forcément, les gens en hiver ne sortent pas trop de chez soi, donc quand il pleut en plus, on sort encore moins. Donc les producteurs, je les ai rencontrés vers 18h, 18h15, et en fait, ils se disaient que peut-être que ça serait intéressant de faire une trêve pendant l'hiver, d'arrêter le marché vraiment pendant la période hivernale et de reprendre au 15 mars. Donc ça, c'est vraiment les exposants qui étaient présents qui nous proposaient cette solution. Alors l'idée, moi je la trouve pas si mauvaise que ça, peut-être qu'il vaut mieux stopper 2 mois, 3 mois et repartir sur de bonnes bases à la nouvelle période avec donc des commerçants qui ont déjà été sollicités. Voilà. Je vais passer déjà plusieurs coups de fil à différents panélistes qu'on avait eu avec Mme Hubert, on avait envoyé des mails avec Mme Hubert, moi j'ai passé des coups de fil aussi pas mal, donc j'avais 3-4 commerçants qui étaient favorables à venir à notre marché, donc cela on les bichonne jusqu'au mois de mars. C'est pas qu'on complétons avec eux pour toujours qu'ils puissent continuer à venir aussi au mois de mars. Dès qu'on lance un marché, c'est toujours difficile pour le faire démarrer. Donc à Guichet, on a eu les mêmes problèmes pendant aussi quelques années, et puis au bout de 20 ans, voilà, on arrive à fidéliser les commerçants. Ça pourrait être la même chose à Pont-Réan, mais il va falloir du temps. Pour l'expérience que j'ai vue dans d'autres communes, notamment à Beauparé, ils ont un marché hebdomadaire aussi qu'ils ont mis en place. Ça fait 3-4 ans qu'ils ont en place un marché. Ils commencent là déjà, 3-4 ans, à avoir un peu plus de personnes à venir et puis de commerçants fidèles pour la distribution. La difficulté de ce marché, on en avait discuté au moment de cette commission législative, c'est que c'était pas hebdomadaire justement. Du coup, c'est pour ça qu'on disait des consommateurs, c'est difficile parce qu'il fallait se repérer quel est le vendredi de la semaine du marché finalement. Donc la progression de cette hebdomadaire était la solution intéressante.
Donc alors voilà, si vous êtes d'accord avec ce que propose Sylvana et ce dont elle a discuté avec les commerçants, soit les producteurs, soit les producteurs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de marché en janvier et février, on redémarre au 15 mars, c'est ça? 15 mars, c'est un vendredi. On redémarre au 15 mars. En fait, c'était un choix des producteurs aussi, parce que c'était 15 jours avant Pâques, et Pâques pour eux c'est quand même intéressant. Donc ils ne voulaient pas se faire spécialement après Pâques. Les journées auront déjà rallongé. Les journées commencent à rallonger la semaine prochaine. Avec le mauvais temps, comme on Maintenant, on arrête jusqu'au 15 mars, c'est-à-dire qu'on redémarre au 15 mars. Est-ce que c'est à chaque fois de mi-mars à fin décembre? Ou est-ce que c'est de mi-mars à fin novembre? Pour les années qui viennent. Vous prenez une délibération d'ordre général. Écoutez, on verra, Madame Lebert. Rien n'empêche de revenir dessus. On verra si ça marche bien. Dans la dénipe, si vous voulez, on pourrait mettre à compter du 1er mars, du 15 mars 2013 dans ce cas-là. Et la gratuité, elle sera de 6 mois à compter du 15 mars 2013. Jusqu'au 9 septembre. Puis on verra après. Qui c'est qui posait une question? J'avais bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait d'ici 15 mois? Pour recruter des commerçants. Allez. C'est vrai que ça va. Donc il vous est proposé de ne pas d'accorder la gratuité pendant l'année 2013. C'est ce qui est proposé ici sur la. Bon. Alors vous rectifiez de 30. Oui. Non. C'est-à-dire que là, on dit à compter du 15 mars 2013. Oui. Donc ça veut dire qu'en 2014, dès le mois de janvier, il sera toujours... Mais sauf qu'on prendra peut-être une délibération disant peut-être dans ce cas-là Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que... Ce que je veux vous dire, c'est que la réglementation vous impose à chaque fois de solliciter les avis du syndicat des marchés, etc. Donc, voilà, il faudra que vous preniez le temps anticiper. Qu'est-ce qui nous empêche de dire, là, on démarre le marché le 15 mars hebdomadaire? ça veut dire que si on arrête en novembre, Si on arrête, 13, on va encore délibérer. Eh bien, on verra. De toute façon, si je me permettre, il y aura nécessairement une délibération, puisque là on accorde la gratuité sur 2013. Donc, dès lors qu'on voudra le rendre payant, il faudra prendre la délibération. Non, maintenant, parce que là, vous accordez la gratuité uniquement pendant 6 mois, du 15 mars au 2013. Jusqu'au l'année 2013. pendant l'année 2013, c'était... Allez, on vous propose ça et puis on verra. À compter, alors on met du 15 mars 2013. Et on va communiquer là-dessus. Et la gratuité des droits de place pendant l'année 2013. Sur cette délibération avec les deux modifications, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Adopté à l'unanimité. Freddy Tibur, je vais présenter le point suivant. Oui, donc ça concerne le budget du lotissement de domaine des grès. Donc c'est un excédent reversé au budget principal. Compte tenu de l'utilisation des crédits 2012, le budget du lotissement des domaines des grès présente un excédent. C'est pourquoi, considérant les crédits inscrits au budget primitif du lotissement des domaines des grès et au budget primitif de la commune,
La Commission des Finances, Développement économique et Emploi, réunie le 10 décembre 2012, propose de reverser une partie de l'excédent du budget de lotissement dans le domaine des grès à hauteur de 90 000 € au budget principal de la commune. J'ai une question, parce Oui. que vous indiquez le budget présente un excédent et on verse une partie de l'excédent 90 000 €, donc l'excédent total il est de combien? Ou alors c'est l'excédent total qui est versé? Je ne sais pas parce qu'on a encore des travaux à faire. Il y a encore des travaux, d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Le point de peut-être simplement, habituellement, on ne vous présente pas les emprunts, la contraction des emprunts parce que ils sont, par autant, presque systématiquement inscrits au budget. Dans le cas présent, si on vous le présente, c'est que cet emprunt que l'on vous propose de contracter n'est pas inscrit au budget, au moins la somme des 2 millions, parce que je ne sais pas ce qu'il y a au budget pour le. Cette année, vous avez le solde du précédent emprunt qui a fait 2 ans. Et vous aviez 650 000 €. Donc oui, on n'avait que dans l'équilibre du budget de cette année, il n'y avait que 650 000 €. Par contre, je vais vous faire toucher du doigt ce point, c'est qu'actuellement, il est un peu plus compliqué d'obtenir des emprunts auprès des banques que par le passé. Et on a des travaux qui sont démarrés, l'extension de la salle de Jean-Paul Soir, et puis la mairie qui interviendra aussi pour en 2013. Et dans nos perspectives budgétaires 2013, on a un emprunt de 2 millions € prévu pour équilibrer. Ce que je vous propose, c'est de m'autoriser à signer cet emprunt qui nous est proposé par le Crédit Mutuel, qui nous semble un emprunt intéressant, avec une phase de tirage d'1 année. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de le tirer avant décembre 2013, novembre 2013, pardon. Et au moins, la commune sera couverte par des possibilités d'emprunt sur 2013. Ça, c'est sur cette année? Non, cette année, on n'a pas besoin la d'emprunt. signature. Hein? La signature. Oui, c'est ça. Donc, si vous l'autorisez, donc ce sera signé en 2012, d'ici la fin 2012, pour être utilisé en 2013. Donc la justification, c'est parce que vous craignez, si je reprends bien ce que vous expliquez, vous craignez d'avoir des difficultés pour emprunter l'année prochaine. 2013 risque d'être une année plus compliquée. On peut penser, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut lire dans la presse ou entendre est un peu contradictoire. Le gouvernement dit les banques disent on prête de l'argent, et puis finalement, c'est pas toujours aussi simple. Les taux ne sont pas toujours, pour les communes, ne sont pas toujours des taux intéressants. Ce sera la banque d'investissement ou la banque qui prêtera aux collectivités en 2013, je ne sais pas si elle sera en place. Est-ce qu'en 2013, les conditions ne seront pas encore plus dures pour l'obtention de prêts? Est-ce que le niveau des prêts ne va pas augmenter? Triple A, je ne sais pas si on l'a encore, le triple A, on a bien vu que ça pourrait dégrader. Donc voilà. Et par contre, nos travaux sont en cours, donc il faudra bien qu'on finance nos travaux. Donc voilà, je veux être rassuré pour dormir tranquille et ne pas lancer des travaux que serait en difficulté de financer en 2013. Mais quelles sont les garanties en termes de santé financière d'une commune que les banques demandent aujourd'hui? Loïc? Sur quel ratio elles se basent? Ah, on ne connaît pas ça. D'accord. Par contre, on doit transmettre le bilan, enfin le compte administratif. Les 3 dernières années. Les 3 dernières années, d'accord. Et ainsi que le budget prévisionnel. L'état des impositions, les bases fiscales.
Et après, elles doivent établir des ratios pour lesquels le transporteur. Et du coup, il doit y avoir une classification entre collectivités locales, non? Il n'y a pas des... Au moment, je ne sais pas, moi que les banques nous notent, mais on ne sait pas si on est noté. On ne sait pas si on est noté. Qui est-ce qui peut le savoir? Sans doute, hein. Je pense que les banques, elles doivent... Au niveau d'endettement des communes, par rapport à ces recettes d'imposition, donc ils jugent si on est capable de rembourser ou pas l'emprunt qu'on sollicite. Mais on a quand même une trame commune. En fait, c'est globalement, hein, c'est pas nous, communes, vous voyez bien, on engage des travaux. On a engagé des travaux. On sait que pour les financer en 2013, il faudra, pour équilibrer le budget de 2013, mettre un emprunt. Au présent, ça ne posait pas de difficulté parce que les banques sont pressées même de traiter aux communes. Ce n'est plus le cas parce que je préfère être couvert et je préfère que la commune soit couverte aussi plutôt que de courir le cas échéant en 2013 auprès des banques. D'avoir des réponses négatives. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a au moins deux paramètres qui sont admis, c'est que les banques ont du mal à trouver des liquidités et donc comme il y a raréfaction d'argent, forcément c'est plus difficile d'emprunter. Puis le deuxième élément sur lequel on peut avoir des certitudes, c'est que jamais les taux n'ont été aussi bas et que probablement qu'ils ont plus de chances d'augmenter que d'en baisser de nouveau. Les 2 millions, ça couvre quoi? Ça couvre donc l'ensemble du programme de l'année prochaine, qui comprend entre autres, hein, si vous reprenez votre débat d'orientation budgétaire, il y a la fin de la salle des sports, il y a une partie des travaux de la mairie, il y a encore d'autres opérations qui sont inscrites dans l'orientation budgétaire pour 2013. Et donc, vous posez ça sur arrière-pensée, c'est qu'on ne tirera sans doute pas avant le dernier trimestre de 2013. Peut-être un peu fin du second semestre, fin du premier semestre, pardon, mais plutôt au second semestre de 2013. Donc, et cet emprunt nous permet. Le taux fixe, il est intéressant à mon avis, vous avez dit que 15 ans. Auparavant, nous travaillions avec des taux d'intérêt de 2 ans. Les banques ne le proposent plus. Déjà un an, c'est la seule grande banque. On avait eu la téléphone, les 15 ans. Les autres, il faut tirer les fonds. Donc pour les résultats financiers, c'est pas bien. Rappelons, on peut tirer pour l'année prochaine. Les prudents. On peut les faire. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. 2 abstentions, 3 abstentions. Revient sur une délibération que vous avez prise il y a un an. Et je crois que vous l'avez mis, oui, vous l'avez mise. Sur votre table, vous avez une modification de la délibération. Donc, il y a un an, on a sollicité la DDR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est ça ? Donc, pour obtenir une subvention pour la première tranche des travaux de la mairie, et on pensait à l'époque qu'on démarrerait les travaux fin 2012. Donc, on sollicitait la subvention pour fin 2012, sachant qu'on ne peut pas démarrer les travaux sans avoir l'accord de subvention.
c'est une condition sine qua non. La sous-préfecture qui attribue ces subventions nous a dit au mois de juin, au mois de juillet, vous n'aurez pas la subvention cette année, les fonds sont trop justes pour vous donner cette subvention. Donc, plutôt fait le pari de reporter le démarrage des travaux à 2013. Et on n'a pas mis en place des dispositions pour lancer la consultation sur les travaux en 2012. Au mois de septembre, changement d'information. La sous-préfecture revient en disant bah, on pourrait finalement vous financer fin 2012. Mais ça voulait dire qu'il fallait tout remettre en route et on n'était pas sûr de pouvoir, compte tenu du temps restant, lancer les travaux fin 2012. Donc, ce qui a été convenu avec le sous-préfet, c'est qu'on redélibère pour demander une subvention sur 2013. Il s'est engagé à nous donner une réponse très rapidement, dès le mois de mars ou avril, donc un accord, parce que là on serait en première priorité numéro 1 ou 2, et donc là il nous l'assure, et il le fera rapidement, de façon à ce qu'on puisse lancer les travaux au mois d'avril, au mois de mai. Donc, voilà la raison pour laquelle on vous demande de reprendre cette délibération. Ça nous a pas beaucoup donné. De toute façon, on devait faire les travaux soit avant la période de chauffe, soit après la période de chauffe. Donc voilà, du coup, on démarrerait au mois de mai sur ces travaux de première tranche. Voilà l'explication de cette délibération. Donc, je ne l'ai pas lu, mais je recherche ce qu'on vous a proposé. Donc, on vous a remis la délibération que l'on a prise il y a un peu moins d'un an, le 28 février. En particulier parce que figure quelque chose qui doit être remis à la sous-préfecture, c'est le plan de financement. On reprend le plan de financement, on n'a pas rien changé, et on dit que, considérant que cette demande de DETR n'a pu être retenue au titre de 2012 par les services de la préfecture, considérant que les coûts des travaux estimés au stade appelé demeurent inchangés par rapport à la délibération jointe, et que les plans de financement restent les mêmes à ce jour, la commission des finances propose solliciter la subvention de la DETR pour les travaux de réhabilitation de la mairie première tranche. Sachant que c'est 100 000 euros, c'est ça 120 000, le montant plafonné Plafonné à 400 000 euros. Voilà, c'était clair. Oui, donc notre question, on peut donc remettre en vote. Est-ce qu'il y a des votes? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, 2 abstentions. Le 10, c'est le pave. Alors là, le pavé ou le pave. Donc je passe la parole à Maurice Pitois et à Didier qui vont présenter. Et vous avez un document qui est joint et qui est complet aussi. Il n'est pas complet? Ah, bon, alors c'est une synthèse complète du plan complet. Alors, plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Donc le PAV. Approbation. La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental. La volonté de la loi est de faire respecter la continuité de la chaîne de déplacement, cadre, bâti, voirie, des espaces publics, des transports, afin de permettre
aux personnes handicapées et à mobilité réduite de se déplacer et d'utiliser l'ensemble des services à leur disposition avec la meilleure autonomie. Cela veut dire qu'il faut envisager le déplacement de la personne à mobilité réduite du point de départ lorsqu'elle se gare sur le parking jusqu'au point d'arrivée à la porte de l'établissement recevant du public. Plus largement, c'est toute la population qui en profite. Il faut savoir qu'au cours d'une vie, environ 30% des habitants sont concernés par des problèmes de locomotion. Handicap ne veut pas dire porteur d'un appareillage de façon systématique. Handicap, c'est aussi les collégiens qui souffrent d'une fracture, la personne qui marche avec une canne, le parent qui pousse le landau ou qui va chercher les enfants à l'école et pour lequel le trottoir est parfois trop étroit. Cette évolution de la loi sur la prise en compte de la chaîne de déplacement et de tous les types de handicap fait qu'un certain nombre de bâtiments publics, de voiries et d'espaces publics ne sont plus considérés comme accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'article 45 de la loi sous-visée stipule en particulier qu'un plan de mise en accessibilité de la voirie, des aménagements et de l'espace public est établi dans chaque commune à l'initiative du maire. Ces plans fixent notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune. Par délibération numéro 07-327 en date du 17 décembre 2007, le conseil municipal a décidé de faire élaborer ce parc en interne par les services de la mairie en concertation notamment avec la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Les différentes étapes d'élaboration ont été les suivantes. Élaboration d'un pré-diagnostic du fonctionnement de la commune afin d'identifier les enjeux, les contraintes et les projets d'aménagement prévus. Cela a permis à la commission de définir la chaîne de déplacement prioritaire à étudier à partir des principaux pôles d'attraction. La réalisation d'un état des lieux de ces voiries prioritaires et des espaces publics au regard de la réglementation accessibilité, les pentes, les dévers, les largeurs de trottoir, le revêtement de sol, les obstacles, etc. L'élaboration du plan d'action avec des propositions de travaux d'amélioration pour assurer l'accessibilité et une estimation de leur coût, la fixation des délais de réalisation de ces mesures, sachant que la date du 1er janvier 2015 ne s'applique qu'à la mise en accessibilité des ERP et des transports collectifs. La détermination de la périodicité de l'évaluation du PAV et des modalités de sa révision. Aucun examen du document ainsi établi. Après l'examen du document ainsi établi, dont un extrait est joint dans l'annexe numéro 3, sachez que le document complet est consultable à la mairie. Et considérant l'avis favorable émis le 16 novembre 2012 par la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, les commissions travaux, énergie, eau et sécurité et prévention des risques, réunies le 3 décembre 2012, proposent d'approuver le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Voilà. Donc, s'il y a des précisions à donner sur le PAV,